Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation. On va parler SEO aujourd'hui, comment développer son trafic par le référencement naturel. Donc c'est une formation qui s'adresse aux débutants, c'est pour comprendre le fonctionnement du SEO et notamment comment rédiger sur son site internet pour pouvoir en bénéficier. Mais avant toute chose, c'est important de comprendre pourquoi on fait du SEO, comment ça marche, avant de rentrer dans le vif du sujet, des mots-clés et de la rédaction autour de ces mots-clés. Alors, une première vue d'ensemble du SEO. La première question, qu'est-ce que ça veut dire SEO? Search Engine Optimization, c'est la manière dont on va optimiser l'usage de la plateforme web pour que les moteurs de recherche puissent la comprendre au mieux. Alors les avantages du SEO, premièrement, c'est une technique qui est pérenne. Au contraire de Google Ads, Google Ads, c'est la publicité qu'on va faire en ligne. Donc la publicité en ligne, implique un budget, on va payer pour pouvoir être en première position, mais à partir du moment où on arrête de payer, on n'est plus du tout visible. Alors que le référencement naturel, c'est quelque chose qui va rester dans le temps, même lorsqu'on va arrêter, les efforts. Alors bien sûr, ça va évoluer plus ou moins à la baisse en fonction de l'arrivée de concurrents, en fonction de l'arrivée de nouvelles pages, mais si on arrive à se positionner plutôt dans le haut du panier, c'est des positions qui peuvent, rester dans le temps et par conséquent, c'est un très bon retour sur investissement. Ça répond aussi à une demande, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que, vous allez travailler autour d'une interrogation que peut avoir votre, public et vous allez leur apporter une réponse pertinente comme on va le voir, par la suite. Donc c'est quelque chose qui est de positif et enfin, ça va, générer de la popularité autour de votre site internet. C'est une technique qui est faite pour ça. Donc c'est quelque chose qui va être aussi positif pour votre image de marque. Alors, quels sont les acteurs autour du référencement naturel, autour du SEO? Il y en a 2 concrètement. Il y a les navigateurs, l'outil que vous utilisez pour aller, sur internet. Donc, en général, on parle plutôt de Google Chrome, de Firefox, mais il en existe d'autres, hein, Brave par exemple, Opera, Edge, et cetera. Et il y a évidemment les moteurs de recherche. Alors il y en a plusieurs. Pour, citer peut-être quelques-uns qui sont moins connus, DuckDuckGo, qui est, connu pour son éthique ou pour son respect, des données personnelles. Ecosia pour, le côté, écologique, du moteur de recherche. Je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas. Yahoo, Quant, qui est un moteur de recherche français qui se veut le concurrent français de Google. Et enfin, 2 plus importants, Bing, qui est le moteur de recherche Microsoft, et évidemment l'ultra dominant Google. Et pendant la formation, je vais souvent plutôt parler de Google plutôt que de moteur de recherche, parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des recherches sont faites sur Google. Donc s'il y a un effort à réaliser, en vérité, c'est plutôt sur Google qui veut le faire d'un point de vue retour sur investissement. Quand on parle de moteur de recherche et de référencement naturel, on parle surtout de SERP, SERP, qui est l'acronyme de Search Engine Result Page. C'est finalement ce que vous voyez tous les jours sur Google. J'en ai mis un exemple juste ici. C'est la page de résultats qui est issue d'une recherche, d'une requête. Et l'objectif, quand on fait du SEO, c'est d'être le mieux positionné possible dans la SERP, sur la première page, dans les premières positions. Donc imaginez, il y a une énorme concurrence par rapport à ça. Et ça, il faudra le garder en mémoire lorsque vous allez choisir des mots-clés. Lorsque vous êtes positionné dans les deuxième, troisième, quatrième, cinquième pages, en réalité, très peu de gens vont jusqu'à ces niveaux de résultats. Donc l'objectif, c'est d'être vraiment positionné sur la première page et dans les premières positions. Et donc ça implique qu'il va falloir soigneusement répartir ses efforts pour être positionné sur certains mots-clés dans ces niveaux de résultats de la SERP. Alors, comment ça marche concrètement le référencement naturel? Ça se fait en 4 étapes. Il y a une petite coquille ici, 1, 2, 3, 4. Ça se fait en 4 étapes. La première étape, le moteur de recherche va découvrir votre site internet. Il va
le crawler. La deuxième étape, il va l'analyser. Il va regarder comment il est conçu, de quoi il parle, quel est son niveau de réputation, quel est son niveau de sécurité, et tout ça, on va le voir par la suite. Une fois qu'il a découvert et analysé votre site, il va l'indexer, c'est-à-dire qu'il va enregistrer chacune des pages qu'il est autorisé à dévoiler publiquement. Ça aussi, on va le voir pendant la formation. Une fois que votre site est découvert, analysé, indexé et donc visible dans un moteur de recherche, il va pouvoir être consulté au travers de requêtes. La requête, c'est l'internaute qui va taper une série de mots-clés dans le moteur de recherche et Google va estimer que votre site est un bon candidat pour pouvoir répondre à la question de l'internaute. Alors, tout ça, c'est très séduisant, hein, puisqu'on joue pleinement le jeu du web et c'est quelque chose qui est pérenne dans le temps. Mais, je veux d'abord faire une mise en garde par rapport au référencement naturel. Ça prend du temps. Il faut vraiment le savoir. C'est pas parce qu'on met pas de budget Google Ads, que, ce n'est pas coûteux. C'est coûteux en ressources, c'est coûteux en temps et c'est quelque chose, au contraire, de la régie publicitaire, c'est quelque chose qui met du temps aussi à se mettre en route. Lorsque vous allez investir dans une démarche de référencement naturel, vous allez voir les premiers résultats au bout de 3, 4, 6 mois peut-être. Donc il faut être prêt à ça et prêt à le comprendre. Si vous voulez des résultats qui soient immédiats du jour au lendemain, dans ce cas-là, c'est le business model des moteurs de recherche, c'est de la régie publicitaire et donc de l'achat de mots-clés et de la publication d'annonces. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Est-ce qu'on sait comment faire du bon SEO et être sûr d'être numéro 1 sur les mots-clés qu'on a déterminés? Eh bien malheureusement, non. Heu, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les moteurs de recherche gardent secret leur recette à eux, la manière dont l'algorithme fonctionne. On sait quelles sont les principales règles à respecter. Néanmoins, il n'y a pas une checklist qu'on peut suivre. C'est issu de constats qui sont partagés par la communauté et par des règles aussi qui sont fournies par Google, mais la recette et la checklist, ça n'existe pas. C'est aussi une pratique qu'il faut mettre à jour régulièrement. Premièrement, parce que les algorithmes évoluent, les algorithmes des moteurs de recherche, et personne n'est prévenu à l'avance. Donc lorsqu'il y a une grosse mise à jour, et on en a vécu quelques-unes dans le passé, il y a quelques années, du jour au lendemain, on peut perdre ses positions. Et les mises à jour concernent aussi le fait qu'on est dans un environnement mouvant. C'est-à-dire que si vous êtes positionné sur un mot-clé, il n'est pas dit qu'un autre site internet, un concurrent, entre guillemets, un concurrent, hein, peut également, lui, se positionner et obtenir de meilleurs résultats, sciemment ou inconsciemment. Donc il faut suivre les positions et mettre à jour le travail qui est réalisé. Et il y a également une règle d'or à suivre, c'est que, ça on va le voir par la suite, un mot-clé égale une page. Alors, les plus de cette méthode, c'est que, évidemment, c'est «gratuit» entre guillemets comme je vous le disais. Ça vous procure une meilleure, visibilité, un trafic régulier, puisque l'effort qui a été effectué, il va être valable pendant plusieurs mois, voire années. Un trafic durable et c'est quand même très efficace. Les moins, comme je viens de le dire, c'est que ça prend du temps à faire, ça prend du temps pour avoir des résultats. Il faut être régulier dans la démarche, il faut être concurrentiel et il faut réaliser des évolutions constantes. On est donc dans une démarche de, rédaction de contenu, assez, fréquente et de contenu qui est taillé pour le choix des mots-clés, des expressions clés, que vous aurez pu faire. Alors, les étapes principales, pour, faire du référencement naturel. Premièrement, vous allez travailler la notoriété. Vous voulez vous faire connaître.
Une fois que vous avez déclenché du trafic, vous allez éventuellement avoir un objectif de conversion, donc faire en sorte que le visiteur remplisse un objectif. Par exemple, dans le cadre d'e-commerce, ce serait un achat évidemment, mais dans le cadre du secteur public, peut-être s'inscrire à une newsletter, ça peut être un objectif, ou télécharger un document, ou utiliser les services de démarche en ligne, pardon. Et faire de l'acquisition, donc trouver de nouveaux visiteurs et de nouvelles personnes qui vont réaliser ces objectifs. Alors, concernant le site web, dans cette formation, on va aborder les 3 points qui font le référencement naturel. Alors, le référencement naturel, intuitivement, on pense rédactionnel. Donc ça va être une grosse partie qu'on va voir ensemble, mais c'est également une partie technique, donc le moteur du site, comment on l'optimise pour le référencement naturel, et une partie notoriété, comment on développe la crédibilité du site. On va d'abord parler des mots-clés parce que c'est quelque chose en fait qu'on pense intuitivement, donc je préfère autant commencer par ça, même si le début du SEO, c'est la technique. Mais parlons dans un premier temps des mots-clés, du choix des mots-clés et comment on va les utiliser dans le rédactionnel. Alors, la première question, c'est quoi un mot-clé? En fait, un mot-clé, c'est pas forcément un mot. Aujourd'hui même, c'est davantage une expression qui est utilisée par un internaute lors d'une recherche. Souvent, enfin aujourd'hui du moins, on va directement poser une question sur le moteur de recherche. On ne va pas simplement taper un mot. Par exemple, quels sont les horaires de la déchetterie de ma ville? Ou alors, en expression clé, déchetterie horaire. Donc, un mot-clé, en tout cas la manière dont on va l'utiliser dans cette formation, ça va être un mot ou plusieurs mots qui vont former une requête. La requête, c'est ce qu'on va écrire dans le moteur de recherche. Et lorsqu'on va taper cette requête dans le moteur de recherche, celui-ci va afficher ce qu'il pense être les meilleurs résultats parmi les pages qu'il a indexées. Donc l'objectif, c'est d'être bien positionné pour des mots-clés qui vont être pertinents pour vous. Et cette notion de pertinence va être extrêmement importante tout au long de cette formation. La pertinence, elle passe par le volume. En fonction de votre stratégie, la notion de volume peut être vraiment importante. Si vous vous positionnez sur un mot-clé, mais qui n'est recherché par personne, bah alors le retour sur investissement, il est nul. Intuitivement, vous allez pouvoir penser que ce mot-clé-là est pertinent pour votre activité, parce qu'il fait sens. Mais si ce mot-clé n'est cherché par personne aujourd'hui, alors on peut se poser question de la pertinence de ce mot-clé-là. Donc tout l'objet, ça va être de bien choisir ces mots-clés pour bien se positionner. La notion de volume, elle est à double tranchant. S'il n'est pas recherché, bah, effectivement, c'est pas intéressant. En revanche, s'il est énormément recherché, dans ce cas-là, on peut se dire qu'il y a énormément de concurrence également sur ce mot-clé. Donc, est-ce qu'on va avoir la possibilité de faire mieux que des concurrents qui sont bien positionnés? Quand je parle de concurrence, ça va être des sites qui proposent la même réponse à la question sur laquelle vous voulez vous positionner. Ce n'est pas forcément un concurrent qui vend quelque chose. Donc, plus le mot-clé va être court, plus le mot-clé va être recherché et plus il va être concurrentiel. Un exemple, hein, on tape assurance sur Google, c'est très court, mais c'est extrêmement concurrentiel. Parce que si on tape assurance, c'est qu'on recherche une assurance et qu'on est potentiellement un client, c'est évident. Peu de gens vont chercher le mot assurance juste pour le plaisir de la lecture. C'est qu'ils sont en train de chercher un nouveau contrat, vont comparer les prix, etc. etc. Donc on peut s'imaginer qu'il y a énormément de concurrence sur ce mot-clé-là. Donc en fait, lorsqu'on fait du SEO, on va plutôt se positionner sur ce qu'on appelle la longue traîne. Donc la longue traîne, c'est quoi? C'est finalement
heu, des mots-clés qui, vont avoir un coût et une concurrence plus faibles et en général, c'est plutôt des expressions clés qui sont plus longues. Donc comme on l'a vu, un mot-clé générique, juste un mot, va avoir un coût et une concurrence, très élevés. Assurance, pantalon, chaussures, ça va être difficile de se positionner dessus. Sur une requête plus précise, hem, ça va être plus facile de se positionner sur cette requête-là. Il y a peut-être moins de recherches, moins de volume. En revanche, la précision fait que, on va avoir une meilleure probabilité de conversion. Par exemple, je, je recherche, des Nike Air Force One. Si on se positionnait sur cette expression clé, ça va être plus évident que se positionner sur, Nike, par exemple. C'est impossible. On va également travailler les variantes. En fait, il faut savoir que, les mots-clés, sont sensibles au singulier et au pluriel. Chaussures, sans S, c'est pas le même mot-clé que chaussures avec S. Il va être sensible au féminin et au masculin. Un mot-clé va être également sensible aux accents et un mot-clé va être sensible aux fautes d'orthographe. Alors, dans le cas de sites internet, un petit peu sensibles comme, les sites internet du secteur public, on ne peut pas se positionner sur des mots-clés avec des fautes d'orthographe. C'est pas possible d'un point de vue, rédactionnel et qualité du site internet. Mais pour d'autres sites, c'est des stratégies qui peuvent fonctionner. Surtout que les mots-clés, sont tapés avec des fautes d'orthographe. Donc en fait, on va, apporter une réponse à une question qui a été posée, certes avec une faute d'orthographe, mais à une question qui a été posée. Alors, si on prend la globalité, d'un mot-clé et comment il fonctionne, un mot-clé, c'est d'abord une réponse à une question. Il concerne un sujet précis. Il va être, utilisé pour une page de votre site. Je le répète, un mot-clé, c'est égal à une page et il va concerner un service de votre site. Il faut vraiment voir le fait qu'un mot-clé, ça doit d'abord rendre service et ce service-là, il est rendu via une seule réponse sur votre site internet. Alors comment on recherche des mots-clés? Alors moi en fait je commence, souvent par moi-même. C'est le conseil que je donne, commencez par vous-même. Vous interrogez l'interne, vous interrogez aussi les publics cibles et vous analysez les supports existants et vous avez déjà, une bonne somme d'idées autour des thématiques et donc autour des mots-clés. En revanche, attention, il faudra à un moment donné le passer au filtre de la pertinence parce que, si vous utilisez des mots-clés, mais qui sont trop techniques ou qui ne concernent que, le langage interne, dans ce cas-là, ce ne sera pas des réponses à des questions que peuvent se poser vos publics cibles. Donc il faut d'abord réfléchir en persona, en public cible et ensuite regarder si ces mots-clés-là sont recherchés globalement sur internet via des outils, qu'on verra par la suite qui vous permettent de vous donner des notions de volume. Ensuite, vous pouvez observer ce que font les autres. Vous regardez les «concurrents» entre guillemets. Par exemple, regardez, ce que font les autres communautés de communes, par exemple dans le cadre du secteur public ou ce que font, par exemple des concurrents e-commerce, pour les personnes qui font du e-commerce. Regardez également les pages de résultats des expressions clés de votre cœur d'activité. Vous faites vous-même une recherche sur Google, vous mettez les expressions clés, que vous avez trouvées intuitivement et vous regardez, ce qu'il en ressort. C'est déjà un une bonne analyse, du marché, des mots-clés, qui vous concernent et vous utilisez, des outils. Alors, je vous ai mis, plusieurs outils qui vous, permettent d'avoir des suggestions de mots-clés. Vous avez des outils gratuits, des outils payants. En outil gratuit, vous avez Google Keyword Planner. Donc pour ça, il faut avoir un compte Google AdWords et lorsque vous avez un compte Google AdWords, il y a un outil qui vous permet de faire des recherches de mots-clés. Donc vous mettez, une URL et Google Keyword Planner va vous faire des suggestions. Vous mettez des exemples de mots-clés, il va vous faire des suggestions.
C'est plus ou moins efficace et ça vous donne quelques pistes. Vous avez des outils un petit peu plus robustes comme SEMrush, Run Explorer, pardon, et Ubersuggest. Donc par exemple, si on regarde SEMrush, hop, voilà, ça ressemble à ça. Moi, j'ai fait une recherche du mot-clé pancakes et vous voyez ici, j'ai des propositions de mots-clés, donc ça peut être des expressions clés, avec en regard les volumes de recherche, les coûts par clic qu'on peut estimer, le nombre de résultats qu'on peut avoir sur cette requête-là, et vous avez toute une liste de mots-clés comme ça. Donc par exemple, fluffy pancakes, ça peut être un mot-clé intéressant. Recette fluffy pancakes, ça peut être une expression clé intéressante de longue traîne également. SEMrush, c'est un outil donc payant, donc voilà, c'est un investissement. En revanche, c'est un outil très concret, hein, puisque comme vous allez le voir dans le suite de la formation, il reprend tous les pans du SEO, donc la recherche de mots-clés, la construction de liens, la partie technique du site internet. Donc c'est assez complet. Et il y a également une partie social engine marketing, donc social media, marketing de contenu, etc. Mais en tout cas, ce qui nous concerne, vous pouvez regarder les concurrents, donc la vue du trafic des concurrents et la recherche de mots-clés de construction de liens. Une fois que vous avez choisi vos mots-clés, vous allez pouvoir les trier et les prioriser. D'abord, vous regardez la concurrence. Comme on l'a vu, hein, si jamais il y a trop de concurrence, est-ce que ça vaut le coup de mettre des efforts sur ce mot-clé-là? Donc pour ça, vous avez les outils, vous regardez quelle est la popularité de ce mot-clé-là et quelles sont les qualités de contenu. Par la qualité de contenu, j'entends par là, quelles sont les pages qui sont associées à ce type de mot-clé-là? Est-ce que c'est des pages qui sont extrêmement travaillées, des articles longs, avec des vidéos, avec des infographies, quelque chose de vraiment très, très poussé? Est-ce que ce sont des articles qui sont longs, plus de 1500 caractères par exemple? Est-ce qu'ils sont populaires? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de liens qui pointent vers ces articles-là? Ou est-ce qu'il y a une concurrence Google Ads forte sur ce mot-clé-là? Si jamais vous ne pouvez pas faire mieux en termes de contenu, dans ce cas-là, il ne faut pas y aller sur ce mot-clé-là. Il faut au moins faire aussi bien pour pouvoir être positionné au même niveau que ce mot-clé-là. Donc le premier point, vérifier la concurrence. Le second point, vous allez trier et prioriser vos mots-clés. Donc vous aurez en accès cette matrice en tableur où vous pouvez mettre des niveaux de priorité sur vos mots-clés, le mot-clé, le sujet qu'il concerne, le positionnement actuel sur lequel vous êtes éventuellement sur ce mot-clé-là, le nombre de résultats qu'obtient ce mot-clé-là. Par exemple, pour recette pancakes qu'on a regardé tout à l'heure, on avait 7,9 millions de résultats. Le volume de recherche par mois, tout à l'heure, pour recette pancakes, on avait 301 000 résultats. Le coût par clic tout à l'heure, recette pancakes, était à 6 centimes. La concurrence, donc c'est ce qu'on vient de voir. Et ce qui est intéressant également, donc la source du mot-clé, donc le thème du mot-clé, et le champ lexical connexe. Donc ça va être intéressant par la suite de travailler le champ lexical connexe. Par exemple, pour pancakes, on peut parler de crêpes, pâtisseries, même gâteaux, etc., etc., parce que c'est du coup quelque chose qu'on va utiliser dans le rédactionnel par la suite. Une fois que vous avez choisi vos mots-clés, triés, priorisés, vous savez ce sur quoi vous allez mettre l'accent, alors on va commencer à optimiser les pages du site internet pour ces mots-clés-là. Et on se le rappelle, l'idée, c'est pas d'avoir énormément de mots-clés, c'est plutôt d'avoir déterminé quels mots-clés vous alliez travailler par la suite en rédactionnel. Alors ensuite, comment on optimise une page? On appelle ça le on-site, tout ce qu'on va optimiser sur le site internet. Alors, il y a des pratiques qu'on va faire spécifiquement pour des mots-clés, et il y a des pratiques qui sont génériques sur tout le site internet pour pouvoir bénéficier de bonnes notes de Google. Ou plutôt, pour être plus exact, pour ne pas risquer des pénalités de Google. C'est plutôt dans ce sens-là.
Je le répète encore, une page égale un mot-clé. Une page sera optimisée pour un mot-clé principal. Alors elle peut être référencée sur d'autres mots-clés de longue traîne, mais l'effort que vous allez faire va concerner un mot-clé. Ça ne sert à rien d'en mettre plusieurs, au contraire, c'est contre-productif. Une page égale un mot-clé. Alors comment on optimise une page? On va utiliser dans un premier temps les balises. Donc les balises, hein, c'est du code HTML. En général, si vous disposez d'un CMS, pour pouvoir renseigner ces balises, vous avez quelque chose qui a été mis en place en back-office qui vous permet de le faire facilement et de ne pas rentrer dans le code, évidemment. Donc la première balise, c'est la balise titre, la balise title. Donc c'est le titre de la page qui sera affiché sur la page de résultats de Google, sur la SERP. Ici, le titre de cette première page, c'est recette de pancakes-marmiton. Et là, c'est super important de comprendre que le mot-clé doit être placé au tout début du titre. Ça a un impact qui est assez important. Donc si votre éditorial vous le permet, dans ce cas-là, vous le faites. Là, on peut voir, hein, les premiers résultats. Moi, j'ai tapé recette de pancakes. Les premiers résultats, c'est recette de pancakes, et troisième résultat, pancake, la recette rapide. Et on voit que les autres positions ont le mot-clé qui n'est pas forcément bien au début. Ensuite, la deuxième balise, ça va être la description de la page. Donc la description de la page, c'est ce qu'on voit en dessous du titre. Elle doit être, donc le mot-clé doit être dans la description. Et en fait, si le mot-clé est dans la description, l'intérêt, c'est qu'il va être mis en gras. Donc là, en fait, les points gagnés par les moteurs de recherche sur la description, c'est assez faible, en fait. Là, on est plus dans l'expérience utilisateur. Le fait que ce soit en gras, ça va davantage attirer l'œil et donc augmenter le taux de clic de votre article. Là, on a un exemple assez intéressant, c'est que on a le mot-clé qui est en première position de la description sur le site de Marmiton. Il est en gras, ça attire l'œil. Versus le second et le troisième, où on n'a pas le mot-clé dans la description, et donc ça attire moins l'œil. Donc essentiellement, on va cliquer sur ce premier lien. Ensuite, on a les balises titres. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on est vraiment à la fois dans l'expérience utilisateur et également dans une technique pour les moteurs de recherche. Les balises titres, c'est hyper important. Donc c'est les fameux H1, H2, H3. Donc le H, en fait, ça veut dire header. Donc header 1, header 2, header 3. C'est du chapitrage. En fait, il faut voir son site internet comme un livre. Personne ne pourrait lire un livre s'il n'était pas chapitré, si c'était juste un bloc de texte massif. C'est en termes d'expérience utilisateur, ce serait un petit peu embêtant. L'esprit a besoin d'un minimum de synthèse et de pouvoir comprendre où il en est. Si le bouquin est super bien, on va faire l'effort de le lire. Ça va pas être hyper agréable, on va faire l'effort de le lire. Mais la plupart des gens vont aller plutôt sur un autre livre qui est mis en forme de manière plus sympathique. Là, c'est un peu la même idée. En fait, ce qu'on va comprendre tout au long de la formation, c'est que les moteurs de recherche, Google, ont un enjeu. Leur business model, c'est pas de référencer des sites internet. Leur business model, c'est pas de vous rendre service gratuitement. Leur business model, c'est de vendre de la pub. Donc, l'enjeu de Google, c'est de faire en sorte que les résultats fournis par son moteur de recherche aux internautes correspondent exactement et offrent une expérience utilisateur parfaite. Ils ne veulent pas pousser des sites internet qui sont mal faits ou des sites internet desquels les internautes vont partir parce que l'expérience est nulle, c'est illisible, c'est pas génial pour eux. Parce que si l'expérience utilisateur est mauvaise, les internautes vont aller vers un autre moteur de recherche. Et donc Google ne va plus pouvoir vendre de publicité. Donc
Google va pénaliser les sites internet qui offrent une expérience utilisateur mauvaise. Et dans l'expérience utilisateur, il y a la mise en forme. Donc ici, la mise en forme, elle va être importante pour cet aspect-là. Elle va être également importante pour Google. Pour Google, il va réussir à interpréter votre contenu en analysant votre page au travers notamment de son balisage header. Il va voir le header 1, il va interpréter le header 1 comme étant l'information qui est traitée dans cette page. Donc évidemment, il faut mettre le mot-clé dans le header 1 et si possible, hein, le mettre au début du header 1. Et il n'y a qu'un seul header 1 dans une page web. Il n'y en a qu'un seul. Si vous en mettez plusieurs, là encore, c'est contre-productif. Google va se demander, mais ça parle de quoi en fait? Donc le header, c'est pas seulement de la mise en forme. Il y a un intérêt SEO derrière. Si vous avez besoin d'avoir des titres secondaires pour la mise en forme, dans ce cas-là, vous avez du header 2. Et vous avez aussi header 3, header 4, header 5 s'il faut. Hein. Ça, après, ça dépend de ce qui a été codé et du design de votre site internet. En tout cas, voilà, il faut bien comprendre l'intérêt des chapitrages de vos pages. Donc, la balise 1, très important, elle contient le mot-clé, si possible, au début. Elle est évidemment, pardon, elle est à placer en premier sur la page. Ça, c'est très important de le mettre en premier sur la page. Elle ne doit pas arriver plus tard. C'est en premier sur la page. Il n'y a qu'une seule balise header 1 dans la page. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'elle ne doit être ni trop courte, ni trop longue. Il faut environ 60 caractères. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que le titre H1, il peut être différent de la balise title. Si vous mettez rien en title, vous allez vous allez avoir la balise H1 qui va faire son office. Mais en tout cas, vous pouvez avoir deux contenus différents. Mais dans les deux cas, si vous avez une page qui est taillée pour un mot-clé, le mot-clé doit se retrouver en premier sur la balise title et en premier sur la balise H1. Sur le reste des balises, H2, H3, H4, on peut utiliser des mots-clés et du champ lexical proche. Si vous utilisez des balises H2 ou H3, il faut avoir au moins 2 balises de même niveau. Là encore, en fait, c'est comme lorsqu'on rédige un document à l'écrit ou un livre. En général, on a un plan qui est équilibré. Si on a des sous-titres, en général, dans chaque partie, on va essayer d'avoir le même nombre de sous-titres. Un plan en 3 parties, avec par exemple 3 sous-titres pour chaque partie, comme on le faisait à l'école quand nous étions enfants. Bah là, c'est la même chose. Là encore, c'est un gage de qualité, c'est un gage de structure et de bonne expérience utilisateur. Et il ne faut pas sauter de niveau. On ne peut pas passer d'un H2 à un H5. C'est pas un bon signal pour le SEO. Si c'est une question de mise en forme, dans ce cas-là, il y a d'autres techniques pour faire de la mise en forme, de la CSS. Mais en tout cas, il ne faut pas utiliser les balises à chaîne comme ça, juste pour faire de la mise en forme. Et puisqu'on parle de sous-parties, dans la structuration de votre article, chaque sous-partie ne doit pas excéder 300 à 400 mots. Si ça excède ce volume-là, ça veut dire que le chapitrage est probablement mal fait et que vous pouvez le refaire. Alors maintenant, on peut passer aux images. Les images sont très importantes. Là encore, elles contribuent à l'expérience utilisateur. Et si elles contribuent à l'expérience utilisateur, qu'elles font passer un moment plaisant pour l'internaute, alors c'est important pour Google. Bon, on en revient toujours à ça. Comment Google s'assure que les internautes vont passer un bon moment sur le site internet? L'image, c'est important. On a remarqué hein, dans les études que les internautes vont rester moins longtemps sur un site internet lorsqu'il n'y a que du contenu écrit, vont avoir tendance à lire en diagonale, alors que les taux de rétention sont plus importants lorsqu'il y a des images parce que ça permet d'aérer, de faire des pauses et aussi de comprendre une idée, de la synthétiser au travers d'une image. Alors, quand je parle d'image, je ne dis pas un gif de chaton. Hein. Ça peut être des schémas, ça peut être des infographies,
ça contribue énormément à l'expérience utilisateur. En revanche, les images, ça peut avoir un effet négatif, si on n'y prend pas garde. Elles ne doivent absolument pas, diminuer les performances du site. Donc, il ne faut pas mettre une image haute définition, extrêmement grande, lourde, parce que là, on a un problème. On a un problème, c'est le site qui va perdre en performance et ça, c'est une partie en fin de formation où on parle de ça, comment vérifier la performance du site internet. Et il faut aussi comprendre que Google ne sait pas interpréter ou lire les images, ou en tout cas, il ne sait pas encore le faire. Ça, on y viendra peut-être un jour. Donc ça pose un problème à Google. Lui, il voit un truc, mais il sait pas trop ce que c'est, il aimerait bien savoir ce que c'est. Et donc on peut contourner ces 2 points. Il y a des solutions pour ça. L'idée, c'est toujours de rendre service à Google, hein. Alors, pour pouvoir aider Google à comprendre l'image, il y a encore une balise, c'est la balise alt. Le alt, ça signifie alternatif. Alternatif, à la base, en fait, c'est si l'image ne s'affiche pas, alors il y avait un petit texte qui apparaissait à la place de l'image. Aujourd'hui, on n'a plus trop ces problèmes d'affichage d'images, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Donc aujourd'hui, la balise alt, c'est plus une balise utilisée pour le référencement naturel. Donc c'est une balise en écriture HTML. Alors je le précise parce que, en fait, les images en CSS, par exemple, les images utilisées pour l'arrière-plan d'un site internet, le background, elles ne sont pas du tout prises en compte par Google. Donc on est bien sur des images qui sont insérées en HTML. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple de code en HTML pour faire venir une image. On va ouvrir la balise insertion image, donc IMG pour image, SRC pour source, où est mon image. Elle est stockée donc à la racine de mon site, elle s'appelle image.png, et ensuite j'ouvre une autre balise, alt, et là je décris mon image. Évidemment, dans la description de mon image, j'ai tout intérêt à y placer mon mot-clé, si cette image est sur une page qui est taillée pour du référencement naturel. Il y a des pages de votre site internet qui ne sont pas forcément faites pour un mot-clé. C'est quand même intéressant de mettre des balises alt, de les compléter, c'est un bon signal pour Google aussi. Alors toutes ces balises, ça peut paraître un petit peu abscon. Votre CMS permet d'éditer ces balises facilement. Vous avez des champs spécifiques pour les compléter. Vous n'allez pas rentrer dans le code HTML, bien entendu. Alors, au niveau de la taille des images, les CMS proposent des outils de compression. Il existe aussi des outils qui vous permettent de le faire. Moi, j'aime bien utiliser TinyPNG. Il y en a beaucoup d'autres, mais moi, j'aime bien celui-ci. Donc là, très simplement, vous avez une image et vous pouvez la glisser-déposer sur le site internet. Donc là, j'ai pris une image au hasard. Donc on est dans la thématique pancake aujourd'hui. Et c'est une image qui fait 135 kilobytes et elle a été compressée quasiment d'un tiers. Bah, mine de rien, tout ça mis bout à bout, ça va vous permettre d'alléger votre site internet et d'augmenter ses performances. Lorsque vous concevez un site internet, en général, il est livré un peu en mode Formule 1 par l'agence, mais au fur et à mesure de la contribution, si en webmastering, on ne fait pas ces efforts de choix de taille d'image en dimension et de poids, bah, à un moment donné, les performances du site vont diminuer. Donc il y a des petits outils comme ça, c'est plutôt bien fait et vous pouvez le faire également à la volée. Là, vous pouvez envoyer 20 images en même temps et elles sont compressées en même temps. Donc les images, comment on les utilise pour le référencement naturel? Sur une page qui est taillée pour un mot-clé, vous pouvez prévoir 2 à 3 images. Une balise alt unique avec un mot-clé, donc chaque image aura sa propre balise alt avec un mot-clé. C'est important aussi, le nom du fichier de l'image est important. Vous pouvez y insérer un mot-clé. Donc c'est pas forcément une bonne idée de laisser des noms de code pour les images parce qu'ils sont également interprétés
par Google. L'adresse de l'image va être indexée puisqu'elle va être visible dans le moteur image de Google. Donc autant mettre le mot-clé dans le nom puisqu'il va également apparaître. Je fais un petit aparté, c'est vrai aussi pour les vidéos par exemple. Lorsqu'on poste une vidéo sur YouTube, on ne penserait pas, mais le nom du fichier de la vidéo va être interprété par YouTube, qui appartient à Google, hein, et donc va contribuer aussi à son référencement. Et enfin, comme on vient de le voir, compresser les images. Idéalement, les mettre à moins de 100 kilooctets. Là, c'était le cas pour ma petite image de pancake, hein, elle pesait pas bien lourd, hein, 140 kg. En la compressant, on était à moins de 100 kilooctets. Alors, la répétition. La répétition à manier avec douceur. Donc, comme je disais, on se concentre sur un seul mot-clé sur une page, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre qu'une fois. L'idée, c'est de le répéter. Mais attention, il ne faut pas tomber, alors désolé pour l'anglicisme, dans le keyword stuffing. Le keyword stuffing, c'était une pratique qui se faisait il y a longtemps, hein, dans les années 90 peut-être, où il suffisait en fait de mettre les uns à la suite des autres en répétition un mot-clé, et ça suffisait pour être bien référencé. Ça n'existe plus. Ça, clairement, Google et les autres moteurs de recherche sont devenus extrêmement intelligents. Donc on est grillé tout de suite, hein, et c'est vraiment une très mauvaise pratique. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut rester naturel. Il faut écrire naturellement. Là encore, expérience utilisateur. Google a aujourd'hui une intelligence qui permet de détecter si la personne va avoir un moment agréable en lisant votre contenu. Donc le mot-clé, dans tous les cas, dans le rédactionnel, il doit arriver assez tôt dans le texte, dans les 100 premiers mots. On peut utiliser des options de mise en forme, mais là encore sans en abuser. Pour, par exemple, le mettre en gras. Ça a du sens. Et hyper important, la contextualisation du mot-clé est super importante pour Google. Et c'est là où on en revient à ce que je vous disais en début de formation sur le champ lexical connexe du mot-clé. Par exemple, le mot-clé, c'est le mot chat, C-H-A-T. Et donc, vous faites un article autour du mot-clé chat. Mais pour Google, est-ce que vous parlez de chat ou de chat? C'est pas la même chose. Et donc, l'intérêt, là, ça va être d'avoir un champ lexical connexe où vous allez pouvoir parler d'animal, de félin, de chaton, etc., etc. Et là, Google va immédiatement comprendre que, ben oui, en fait, vous ne parlez pas de chat, mais de chat. Et va pouvoir pousser votre page plus tranquillement parce qu'il sera sûr de ce dont vous parlez. Sur le rédactionnel, on a toujours cette idée d'expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur pour la rédaction, ça va être de travailler particulièrement l'introduction, de rendre le texte lisible, clair. Donc pour ça, on l'a vu, bien le chapitrer et agencer le texte, l'aérer avec des médias, utiliser les options de mise en forme avec modération comme on l'a vu. Et ce qui est important, c'est de faire des phrases courtes. La rédaction sur le web, elle est différente de celle qu'on peut faire à l'écrit. On veut des phrases courtes. L'internaute lit rapidement. Il a une lecture en diagonale ou triangulaire au niveau de la captation de son regard. Et donc, il faut que l'idée force arrive très rapidement et faire des phrases très synthétiques et très courtes. En termes de taille de contenu, ça a aussi une importance dans le rédactionnel. Clairement, Google recommande des contenus longs. Mais il ne faut pas rédiger pour rédiger. Toujours, je vais le répéter, hein, toujours garder en tête l'expérience utilisateur. En fait, il faut rester pertinent, unique et à valeur ajoutée. Pertinent dans le choix de ses mots-clés, pertinent dans la rédaction. Unique, parce qu'on veut une seule page sur ce contenu-là et surtout pas dupliquer du contenu. Et à valeur ajoutée, vous devez rendre service à l'internaute. Donc, il y a quelques normes qui existent sur le référencement naturel et que vous pouvez utiliser. On veut un minimum de 400 mots. On veut des pages idéalement à 1500 mots.
la moyenne étant à 800 mots. En tout cas, je l'ai abordé un petit peu plus tôt, si vous vous positionnez sur un mot-clé, il faudra faire au moins aussi bien que le concurrent, qui est positionné sur le même mot-clé. Si un concurrent a fait un super article de 1500 mots, ça sert à rien de viser, sa position avec un article qui fait 400 mots. Ça marchera pas. Et comme je disais, il ne faut jamais, dupliquer, du contenu. C'est ce qu'on appelle le duplicate content. Ça, c'est clairement analysé par les moteurs de recherche et un duplicate content, qui est du coup, postérieur à ce contenu-là est, pénalisé, hein. Il est striké. Donc, ne pas utiliser de duplicate content depuis un site tiers, mais également depuis votre site internet à vous. Et enfin, le maillage interne. Le rédactionnel, a aussi un côté technique. Donc en fait, le maillage interne, c'est, des liens qui se font entre les pages de vos sites. Il y a un côté intéressant pour le rédactionnel, il y a aussi un côté intéressant pour le côté technique. Donc les pages qui seront reliées entre elles vont faciliter l'indexation du site par le moteur de recherche. Parce que, du coup, ça va fonctionner en toile d'araignée et le robot va pouvoir indexer, beaucoup plus, rapidement. Par ailleurs, ça vous permet aussi d'avoir des niveaux de profondeur qui ne sont pas trop, profonds du coup. C'est-à-dire qu'ils sont tous à moins de 3 clics, on va dire. Ça, la règle des 3 clics, vous pouvez le faire, donc 3 clics, hein, c'est un premier niveau, le menu, un second niveau, la première catégorie et des sous-catégories et si jamais, vous le devez, encore des sous-catégories et en fait, Google apprécie pas trop, des sites où il y a trop de sous-catégories parce que ça signifie que le site est pas, bien architecturé et que l'internaute va se perdre, en fait. Donc pour pouvoir contourner la règle des 3 clics, bah, vous pouvez, faire en sorte que des pages, soient liées les unes entre elles et notamment au travers du contenu de ces pages, pas forcément, en termes de menu et pour ça, vous allez utiliser des encres optimisées. C'est en fait ni plus ni moins que du texte cliquable dans une page. Dans une page, en contenu cliquable, vous pouvez avoir des boutons, par exemple, mais vous pouvez aussi avoir du texte qui deviennent des liens. Et dans ce cas-là, le texte, vous pouvez le rendre cliquable, mais aussi avec un mot-clé dans ce texte-là. Et ce mot-clé renvoie vers une page qui est optimisée pour ce mot-clé-là. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Et ça a un vrai intérêt. Et donc du coup, autour de la page principale qui est taillée pour le mot-clé, vous pouvez créer des pages secondaires qui vont renvoyer vers cette page-là au travers de textes cliquables optimisés eux-mêmes avec un mot-clé. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Et les données structurées en option, pour aller un petit peu plus loin. Donc là, c'est un peu plus avancé, on va dire, mais j'avais envie de vous en parler. Donc ce sont là encore des balises, mais des balises avancées. Donc je vous ai mis plusieurs liens, si vous voulez rentrer dans le sujet-là, parce que ça peut être un petit peu long à présenter pardon, de manière exhaustive. Mais en gros, ce qu'il faut, comprendre, c'est que ce sont des balises qui donnent encore plus d'informations sur le contenu et c'est ce qui permet de créer ce qu'on appelle un rich snippet, donc une apparence, enrichie et l'intérêt là, c'est en fait, c'est de ressortir dans les résultats de recherche et d'améliorer les taux de clic. Donc par exemple, en données structurées, vous pouvez, dire que votre contenu concerne une recette, concerne un événement, et donc vous allez apparaître d'une autre façon, concerne une vidéo, et cetera, et cetera. Et là, par exemple, pour le cas de Marmiton, on a, un visuel qui a été intégré en Rich Snippet, on a des notes qui ont été intégrées en Rich Snippet, on a également du contenu, secondaire versus Vayner qui a un contenu, SEO classique. On a juste le titre et la description. Bon, bah, quand on se retrouve à ces 2 contenus-là, dans la même page de recherche, sur quoi on a envie de cliquer? Sur le lien, qui répond à la question et qui a une belle photo et qui a de belles étoiles ou juste sur ce lien-là?
Eh bien, en règle générale, c'est plutôt le contenu qui est enrichi qui va attirer l'œil. Et la prise de décision, en fait, se fait en moins d'une seconde, hein, surtout sur des contenus comme ça. C'est la raison pour laquelle existent les données structurées. Donc ça, c'est à utiliser si vous avez des enjeux de taux de clic. Si vous n'avez pas d'enjeu de taux de clic, bon, c'est intéressant à avoir, mais là, c'est plus une interrogation sur la gestion du temps que va vous prendre le SEO au quotidien. Donc, en synthèse, hop, je me remets en bas. En synthèse sur le rédactionnel, première étape, on choisit le mot-clé qu'on va utiliser pour cette page. On va utiliser des mots-clés secondaires. On va écrire un chien unique avec un mot-clé, si possible au début. On va structurer notre page avec des titres secondaires, des HN. On va faire un contenu assez long, en général 800 mots. On peut aller jusqu'à 1500 si on veut, mais en moyenne 800 mots. On va rendre le texte lisible et aéré pour avoir une bonne expérience utilisateur. On va ajouter des images avec la balise Alt, des images qu'on va optimiser en termes de poids et de dimension. On va écrire une introduction qui est séduisante avec le mot-clé dans l'introduction. Et on va faire des liens internes, des liens entre nos pages pour faire du maillage. Voilà, on a couvert une bonne partie sur le rédactionnel. Si déjà on met ça en place pour rédiger les contenus sur un site internet, on fait une grosse partie du travail en référencement naturel. L'autre partie du référencement naturel, ça va être l'optimisation du site d'un point de vue technique. Alors d'un point de vue technique, ce qui va être important, c'est la vitesse de chargement. Là encore, c'est parce que ça correspond à une bonne expérience utilisateur. Alors, pourquoi c'est important? En fait, on pourrait se dire, bah, aujourd'hui, avec la fibre, la 5G ou même la 4G, la vitesse de chargement, c'est plus tellement un sujet. Oui, mais c'est pas vrai partout. Même d'un point de vue local en France, il y a encore des zones du territoire qui sont couvertes en ADSL, qui est déjà pas mal, hein, mais si on est un petit peu loin du répartiteur, ben ça peut être contraignant. Des zones qui sont couvertes en 3G, en Edge, donc il faut tenir compte de cette réalité de la couverture de connexion, et c'est encore plus vrai si on a des enjeux à l'international dans d'autres pays. Donc pour ça, il y a un effort à faire d'un point de vue technique pour contribuer à avoir une bonne vitesse de chargement. Donc comment on l'optimise? Ça, c'est plus un travail de technicien, donc il faut s'appuyer sur les développeurs ou la personne en charge de la technique. Mais bon, c'est bien de le savoir. Première des choses, il faut minifier le code. Donc c'est une façon de faire en sorte que le code qui a été réalisé soit compressé, si je fais simple. En parlant de compression, on l'a vu, on compresse toutes les images. On utilise aussi les images aux bonnes dimensions, comme on l'a vu. Ça sert à rien de mettre une image qui fait, je sais pas moi, 6000 par 3000 pixels, si en bout de ligne, le cadre qui lui est réservé, c'est 300 par 250. Autant le faire directement dans la bonne dimension. Même si le site va le redimensionner, bah, vous stockez une image de cette dimension et du coup de ce poids-là pour rien. Ensuite, d'un point de vue technique, ça c'est vraiment très important, il y a la notion de cache, serveur et navigateur. Alors ça veut dire quoi? En fait, le cache, c'est lorsque l'internaute va lorsque l'internaute va se connecter pour la première fois à votre site internet, il va enregistrer localement des éléments de votre site internet. De telle sorte que la prochaine fois qu'il va venir sur le site, il va se connecter plus rapidement. Et ça peut se faire du point de vue du navigateur, de l'internaute, et il y a également une gestion du cache au niveau du serveur du site internet. Donc ça, c'est plutôt de votre côté. Et donc bah, ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça contribue largement à la vitesse de chargement du site internet, et donc il faut s'assurer que techniquement, des choses ont été faites. Et si vous avez des enjeux à l'international, vous pouvez utiliser des réseaux de livraison de contenu, des CDN. Donc en gros, votre site internet est répliqué à différents endroits
du monde, de manière à ce qu'un internaute qui est par exemple basé au Mexique puisse interroger votre site internet depuis le Mexique et pas faire tout le chemin aller-retour en France. Évidemment, c'est c'est possible hein, d'héberger en France. Vous gagnez simplement des millièmes de seconde hein, en faisant ça, hein. Mais mis bout à bout, ça peut avoir d'intérêt et ça, c'est plus intéressant pour les gros sites e-commerce qui ont des enjeux importants. Pour des sites plus petits, c'est pas vraiment intéressant parce que c'est un coût, hein. Évidemment, il faut louer ces CDN-là. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Alors, comment vérifier la vitesse d'un site internet? Vous avez plusieurs outils. Moi, je vous en ai mis deux, Google PageSpeed et GTmetrix. Google PageSpeed, c'est un outil qui est proposé par Google. Donc, il suffit de rentrer une adresse internet sur PageSpeed et ça vous donne son niveau de performance. Donc là, on est sur, sur une performance moyenne. On voit qu'il y a en entrée une page en pop-up qui doit probablement ralentir la performance du site internet puisqu'il faut qu'elle charge. C'est une indication. Lorsqu'on est à un score autour de 58, c'est déjà un bon score. Ce qu'on veut, c'est de ne pas être dans le rouge. Et ensuite, il y a différents axes d'amélioration qui peuvent être donnés par Google. Donc ça, c'est bon à savoir. Et GTmetrix fait le même job, mais d'un point de vue peut-être un peu plus technique. Alors ensuite, aujourd'hui, Google favorise clairement le mobile depuis 2018. En fait, depuis 2018, c'est l'index mobile qui est favorisé. Avant, il y avait deux index, un index desktop, donc les ordinateurs de bureau, et un index mobile. Le desktop était favorisé. Depuis 2018, ce n'est plus le cas. Ce sont les mobiles qui sont favorisés. Donc en clair, un site qui n'est pas adapté au mobile a quasiment aucune chance d'être en première page d'un moteur de recherche. Sa seule chance, c'est d'être sur une niche, d'être sur un mot-clé qui n'est pas recherché et il n'y a que votre site qui offre une bonne réponse à cette requête-là. Mais globalement, si le site n'est pas adapté, c'est foutu. Donc le responsive design, c'est la capacité du site hein, à se modifier en fonction de l'appareil qui est utilisé pour le consulter. La version bureau, la version tablette et la version mobile seront différentes. Si vous voulez vérifier que votre site internet est fait pour le mobile, je vous ai mis un outil de Google qui vous permet de le vérifier. Sinon, vous prenez votre téléphone et évidemment, vous verrez tout de suite s'il a une navigation qui est intuitive ou pas, où il faut vraiment grossir les choses ou pas. La sécurité, donc très important. Là, l'idée, c'est de sécuriser les données qui sont échangées via votre site internet. Il y a la sécurité côté serveur, qui est importante, mais il y a également la sécurité des protocoles d'échange. Donc, un site qui n'est pas équipé d'un certificat HTTPS, qui est payant, hein, qui a un coût, qui n'a rien à voir avec le site internet et l'hébergeur, quelque chose qu'on installe sur l'hébergement. Si un site n'en est pas équipé, dans ce cas-là, en général, le navigateur le précise. Attention, ce site n'est pas sécurisé. Dans ce cas-là, vos risques et périls, si vous faites un paiement par exemple, vous pouvez très bien vous faire intercepter les informations de paiement. En revanche, si le site est équipé d'un certificat HTTPS, dans ce cas-là, c'est mentionné et vous pouvez même voir la nature du certificat qui existe sur le site internet. Donc ça, c'est important. C'est important de mettre ça en place parce que ça a un impact aussi dans le référencement naturel. C'est un impact minime, mais ça a un impact. Si Google voit que vous n'êtes pas équipé d'un certificat HTTPS, il ne va pas vous favoriser. S'il voit que vous avez un certificat HTTPS, il va se dire c'est normal. Donc c'est plus le côté pénalité. Le sitemap. Le sitemap, c'est pour faciliter l'indexation du site internet. Là encore, on veut rendre service à Google. Des sites du secteur public, par exemple, de communautés de communes, peuvent très rapidement avoir des milliers d'URL.
Donc pour ça, on peut générer ce qu'on appelle une cartographie du site internet qui est finalement un fichier qui référence toutes les URL et leur date de modification, qui peut être soumis au moteur de recherche et qui de toute façon est crawlé par les moteurs de recherche. Donc là, c'est un exemple de sitemap, c'est ce qu'on appelle un fichier XML qui référence plus de 1000 URL pour un site internet d'une communauté de communes. Et les robots TXT, quant à eux, vous permettent de maîtriser l'indexation du site. Vous pouvez souhaiter ne pas indexer certains répertoires, certaines images, certaines pages, et ça se fait par un robot TXT qui est déposé à la racine du site internet. Et ça envoie un message à tous les robots de recherche ou à certains robots de recherche avec des commandes spécifiques. Donc il y en a beaucoup. Là, par exemple, ici, si je prends l'exemple user agent étoile disallow useless underscore file.html, ça signifie je dis à tous les moteurs de recherche de ne pas indexer la page useless underscore file. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien qui reprécise tout ce que vous pouvez faire avec un robot TXT. C'est en général quelque chose qui est fait par le webmaster et qui est de toute façon toujours fait par l'agence qui vous fournit le site internet. Vous pouvez très bien ne rien mettre, hein, bien sûr. Vous pouvez très bien dire dans ce robot TXT à tous les moteurs de recherche, merci d'indexer l'intégralité de mon site internet. Sur une notion de sécurité, vous pouvez empêcher des accès. Là, on parle d'indexation. Les accès, en fait, à certains répertoires, ça se fait au niveau du htaccess. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que ce n'est pas l'objet de cette formation, mais je veux faire cette distinction. Là, on parle d'indexation, de rendre visible sur un moteur de recherche. On ne parle pas de pouvoir accéder ou non à une ressource. C'est deux choses différentes. Alors, la qualité du site internet, ça passe par les liens internes, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est une très bonne pratique de lier les pages les unes avec les autres. Mais cette qualité-là, elle passe aussi par éviter les liens morts. Donc, les fameuses pages 404 ou not found, ça, en fait, il faut absolument l'éviter. 2 ou 3 liens morts, ça, c'est pas forcément très grave, ça arrive. Le problème, c'est quand il y en a beaucoup, des dizaines, et ça, Google va pénaliser parce qu'il va estimer que le site ne répond pas à la demande, et plus grave, il ne va pas vouloir pousser une page qui n'existe pas. Ça, c'est le pire pour Google. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait son travail. Donc, soit on corrige l'URL, soit on fait des redirections 301. Ça, en fait, concrètement, c'est de dire à Google, au fait, j'ai fait un changement sur mon site internet, c'est normal, et je t'indique que l'ancienne page n'existe plus et tu dois aller vers une autre adresse qui peut correspondre au même contenu ou à un contenu différent. Ça peut être la page d'accueil, par exemple. Là, en revanche, on perdra en qualité de référencement. Mais au moins, on ne sera pas pénalisé par Google. Et ça, les redirections 301, elles se font via le fichier htaccess ou un plugin. Et pour identifier des liens morts, vous pouvez utiliser Google Search Console, par exemple. Lui va vous remonter systématiquement les pages qu'il crawl et qui n'existent pas, en fait, où le serveur renvoie un message qui dit cette page, en fait, n'existe plus. Donc, il faut être très attentif à ça. Alors, on arrive à la fin de cette formation et il y a une dernière partie qui concerne l'optimisation de la popularité, la notoriété du site ou la crédibilité du site, ce qu'on appelle le off-site en référencement naturel. Concrètement, c'est comme le maillage interne, sauf que c'est à l'extérieur. On va chercher ce qu'on appelle des backlinks. Donc, ce sont des liens qui sont issus d'autres sites internet et qui vont pointer vers votre page. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est totalement manuellement, soit à l'initiative de sites internet tiers, soit parce que vous allez faire la démarche de contacter ces sites tiers-là et leur dire, voilà, moi j'ai quelque chose qui peut être intéressant pour vous, et vous pouvez faire un échange de liens, leur proposer l'écriture d'un article spécifique, etc., etc. Alors, pourquoi c'est important? Comment ça fonctionne? Finalement, Google va se dire, tiens, cette page-là, qui parle de ce thème-là, elle est vraiment
reprise très fréquemment par d'autres sites internet qui ont la même thématique et qui ont aussi une bonne qualité, une bonne autorité. Donc ce contenu est vraiment très intéressant. Alors je vais le favoriser. Donc ça, c'est une démarche, très patiente, très minutieuse mais qui a un impact assez important. Là encore, il faut se poser la question: «Est-ce que je dois le faire dans mon cas?» Est-ce que 1, ça correspond à mon secteur d'activité, ce genre de pratique? 2, est-ce que j'ai le temps et est-ce que je vais avoir le retour sur investissement? Parce que clairement là, c'est des campagnes de web marketing qu'il faut faire pour contacter des sites qui sont cohérents par rapport à votre, contenu. Donc je le détaille pas plus que ça, parce que c'est vraiment une pratique de web marketing, mais en tout cas, je voulais au moins l'aborder pour, vous expliquer le dernier pan du référencement naturel qui était la, popularité. On rappelle en début de formation, on avait 2 grands pans. On avait la technique, le rédactionnel et du coup la popularité. Alors enfin, maintenant qu'on a déterminé les mots-clés, qu'on sait rédiger, qu'on a optimisé les sites internet, qu'on a compris la notion de popularité, bah, maintenant il faut faire un suivi de tout ça et utiliser, quelques outils. Alors, pour moi les indicateurs à suivre, pour pas trop s'y perdre, j'en donnerai 3. Le premier, c'est le trafic organique. Est-ce que, j'ai augmenté le nombre de visiteurs? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Le second, ce sont mes positions. Comment évoluent, mes mots-clés stratégiques? Je ne dis pas qu'il faut tous les suivre, mais comment mes mots-clés stratégiques évoluent? Est-ce que je reste dans mon top 3 si c'était mon objectif? Mes taux de conversion. Hem, Si on veut mesurer une efficacité, on peut se poser la question de comment sont transformés mes visiteurs. Par exemple, pour le secteur public, si j'ai une newsletter, est-ce que mes visiteurs s'inscrivent à la newsletter? Ça peut être déjà un bon taux de conversion. Pour le e-commerce, c'est évident, ce sont des achats. Ça déjà, c'est 3 bons, indicateurs clés de performance qu'on peut suivre. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait suivre. On peut suivre le temps passé sur une page ou le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est lorsqu'une personne arrive sur la page, ne reste pas longtemps et repart tout de suite sans visiter d'autres pages. Alors le taux de rebond, je m'en méfie un petit peu. Hem, Beaucoup disent que, un taux de rebond important, sur une page, ça signifie qu'il y a un problème et que la page, n'est pas bonne. Ça peut être tout l'inverse en fait, hein. Si une personne tape, une requête précise et arrive sur votre page et que vous lui donnez la réponse, immédiatement, bah, il a eu l'information, il est très content et il s'en va. Par exemple, si on reprend l'exemple des horaires de la déchetterie, bon ben, voilà, il sait que la déchetterie, elle ouvre à 7h30 le matin, heu, il va pas rester, 15 minutes sur la page pour, bien s'en assurer. Il va avoir l'information, il est content. Donc, l'analyse du taux de rebond, il faut la contextualiser par rapport au contenu de la page. Et au niveau des outils de suivi, il y en a évidemment beaucoup, des gratuits, des payants. Je vous ai mis les plus évidents. Google Analytics est, celui qui est utilisé par 98 des gens, je pense. Il est gratuit, mais bon, vous le savez, hein, tout ce qui est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc on peut se poser la question de la manière dont sont utilisées les données par Google. En réponse à ça, j'ai mis en parallèle Matomo, qui fait le même job, mais qui a, une un respect des données, plus important. Voilà. Si vous voulez être dans une démarche de protection des données, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser, Matomo qui vous fournira exactement les mêmes rapports que Google Analytics. Pour vous montrer un exemple de rapport de Google Analytics, hop. Donc c'est très dense, hein. Là, vous êtes sur la page d'accueil, donc vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs, actifs, actuellement, le nombre de sessions sur la période, le taux de rebond dont on venait de parler, donc là, il est de 67 globalement, les durées de session moyennes et cetera. Donc ça, c'est un 1er, tableau de bord et ensuite vous pouvez, rentrer dans plus de détails. Par exemple, si vous voulez
analyser votre audience. Donc, sur la période du 12 novembre au 18 novembre, ben, vous voyez que par jour, on tourne à peu près à 4 000 visites. En termes de nombre d'utilisateurs sur la période, on est à 24 000. En nouveaux utilisateurs, on est à 70%. La plupart des gens viennent de France, et cetera, et cetera. Vous avez énormément de données par rapport à ça. À la fois sur l'audience, à la fois sur la manière dont est consulté votre site internet, le temps réel, qui est quand même pas mal, de savoir combien de gens vous avez en temps réel. Par exemple, si vous avez des moments de communication, bah, ça permet de voir si vous avez effectivement un pic. Les conversions que vous pouvez paramétrer sur votre site internet, les différents comportements que peuvent avoir vos internautes. Donc, par exemple, si on regarde le flux de comportement, ça peut être un petit peu intéressant pour voir, voilà, comment ils naviguent sur le site internet et comment ils en sortent aussi. Et ça permet d'identifier de potentiels problèmes. Par exemple, si vous avez une page qui est abondamment abandonnée, alors que ça ne devrait pas l'être, bah, il peut y avoir une petite alerte. Est-ce que cette page a un bug? Est-ce qu'elle a un bug dans un environnement spécifique? Là, par exemple, sur la page d'accueil, on a beaucoup d'abandon. Il faut l'analyser, mais c'est pas forcément inquiétant, puisque sur une page d'accueil, peut-être que l'information a été donnée immédiatement. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas inquiétant. Et également la Google Search Console, qui est plus épurée. Là, ça vous permet justement de voir comment se comporte votre site internet dans le moteur de recherche. Donc, par exemple, vous pouvez voir si vous avez des erreurs sur votre site internet, si vous avez des problèmes d'indexation, etc. Là, en l'occurrence, bah, il n'y a pas d'erreur, mais ça peut arriver. Donc ça, c'est un outil de webmastering qui est au moins aussi important, je pense, que Google Analytics. Donc voilà, on arrive à la fin de cette introduction au référencement naturel. Donc vous avez les clés pour pouvoir identifier la stratégie que vous voulez mettre en place. Le plus important, c'est de savoir pourquoi vous voulez faire du référencement naturel. Si vous avez un objectif à atteindre, vous allez chercher les mots-clés en conséquence et créer du contenu en conséquence. Et ensuite, vous allez faire de l'optimisation d'un point de vue technique et d'un point de vue rédactionnel. Maintenant, si votre objectif, c'est simplement d'être correctement référencé sur les moteurs de recherche et de ne pas être pénalisé, là encore, vous avez les clés. D'un point de vue technique, votre site internet, s'il a été fait par une agence, il n'y aura pas de problème par rapport à ça, mais vous avez les clés d'un point de vue rédactionnel pour ne pas faire d'erreur. Vous allez savoir chapitrer, vous allez savoir comment utiliser les différentes balises, comment concevoir un article et comment l'aérer. Et c'est déjà, je pense, un excellent travail de réaliser. Les bases seront là pour avoir un bon référencement naturel. Je vous souhaite une bonne journée.